Aujourd'hui, pour le 4e épisode, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Art du Malaise. Moi, j'étais en période d'examen à Bois de Boulogne, cégep connu pour beaucoup de stress. Ma passion, elle a commencé à prendre de plus en plus d'espace. Là, j'ai dû faire un choix, puis la passion l'a emporté. Donc, je faisais des vidéos caméra cachée, des vidéos prank. J'ai fait une transition un petit peu vers un contenu qui est un peu plus réel à moi-même. Décris-moi le vice aujourd'hui sur la création de contenu. On est dans la culture en fait du résultat. Quand tu es à l'école, tu essaies d'avoir toujours la meilleure note. Ce qui fait que quand tu rentres dans les réseaux, ton objectif c'est d'avoir le plus de vues. Quand tu essaies d'avoir le plus de vues possible, il y a un algorithme derrière ça. Tous les vices humains, ils sont beaucoup plus mis à l'avant, etc. et tout, parce que c'est ça que les gens consomment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu passes de Art du Malaise à aujourd'hui Yahya? On peut pas rire à tous les jours, puis on peut pas pleurer à tous les jours, et avec la connaissance, avec le temps, que tu te découvres toi-même à 100%. Aujourd'hui sur cette chaîne, on accueille un créateur de contenu un peu spécial. Une personne qui n'a peur de rien, ni du jugement des autres, ni de potentiellement mettre mal à l'aise certains. Mais avec le temps, son contenu a évolué. Il est devenu beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, tout en gardant son authenticité qu'il distinguait des autres. Et on va découvrir ensemble son évolution et la raison de son évolution. Donc aujourd'hui, pour le 4e épisode, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Art du Malaise. Et donc posez-vous confortablement et bienvenue dans le podcast Expansion. Donc, Art du Malaise, j'espère que tu vas bien mon frère. C'est un frérot, ça va? Super. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que je t'ai assez bien décrit. Donc si tu devrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais? Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, merci pour cette présentation. Donc, tu m'as décrit comme quelqu'un qui avait peur de rien et tout, jusqu'à un certain sens, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de craintes que j'ai en tant qu'humain, etc. Et tout, c'est sûr qu'il y a une grande facette des réseaux sociaux par lesquels j'ai commencé où je défiais un petit peu le malaise. Et c'est justement... je suis quelqu'un, comme tu as dit, qui a toujours voulu l'évolution. Et je pense que j'étais souvent freiné par la gêne. Et tout ce qui me freine, moi, j'aime... le surpasser. Et donc, on peut dire que c'est juste un ancien peureux qui l'est plus devenu. Ça serait plus juste. Et c'est quoi l'autre truc que tu avais dit par rapport à C'était vraiment juste te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un créateur de contenu, ça fait 9 ans déjà, donc presque une décennie. Et donc, j'ai commencé sous le pseudonyme Art du Malaise. Donc, je faisais des vidéos caméra cachée, des vidéos prank, mais aussi, maintenant, comme tu as dit, j'ai fait une transition un petit peu vers un contenu qui est un peu plus réel à moi-même. Et c'est pas juste une facette qui était d'être extraverti, pardon, Okay. mais c'est plutôt l'Art du Malaise plus complet que tu pourrais connaître en vraie vie. Ouais. Et qu'est-ce qui, si on arrive vraiment, si on va dans le passé, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu commences les réseaux? Pourquoi tu as commencé à faire des vidéos, etc. Moi, j'étais en période d'examen à Bois de Boulogne. Bois de Boulogne, cégep connu pour beaucoup de stress, tu sentais la sueur des gens pendant la fin de session. Et pendant cette atmosphère comme ça et tout, je voulais mettre un petit peu de légèreté dans le cégep. Donc, j'ai pris ma caméra, je commençais à faire des pranks, des caméras cachées. Et je m'inspirais beaucoup de youtubeurs anglophones et tout à l'époque. Puis, je plaçais la caméra dans la bibliothèque et je dérangeais un petit peu les gens et tout, juste pour sortir un petit peu des normes. Au début, c'était vraiment juste comme une certaine révolte contre le système. Puis ensuite, peu à peu, ma passion elle a commencé à prendre de plus en plus d'espace jusqu'à devenir égale ou équivalente à l'école. Puis là, j'ai dû faire un choix, puis la passion l'a emporté. Et c'est quoi? C'est que tu as senti qu'à Bois de Boulogne, notamment, il y avait un certain mauvais vibe qui était mis, notamment par rapport à la pression, le stress par rapport aux examens et tout, que tu t'es dit comme, pourquoi ce stress-là, et tu as voulu justement aller contre ça? Ouais, c'est ça. En fait, le stress, c'est normal à l'école, puis je le comprends et tout. C'est juste que moi, je voyais pas que j'avais un objectif derrière ça qui en valait la peine. Je pouvais avoir des très bonnes notes à l'école, etc. et tout, mais j'étais comme tant qu'à avoir ce stress-là, pourquoi pas le mettre quelque part d'autre qu'au final, ce serait au moins ça vaut la peine, tu vois. Je comprends. Et là, c'est à partir de là que tu as commencé à faire tes vidéos. Ouais. Est-ce que ça a pris directement ou ça a pris du temps ou parce que genre tu arrivais à faire des blagues, etc. Donc ça a intrigué, ça poussait à la curiosité des gens. Donc à ce moment-là, tu as percé ou ça a pris du temps avant que comme ça fasse du bruit? Ouais, honnêtement, c'était assez rapide parce que j'ai copié personne de Montréal. Donc, j'ai copié quelqu'un des États-Unis qui s'appelait The Lord of Cringeness ou un truc comme ça. Et lui, il était encore plus fou que moi à l'époque et tout. Mais là, les gens, ils ne savaient pas, moi, que je faisais comme quelqu'un des States et tout. Donc, ça a directement marché à Montréal. Tu vois, on dit souvent qu'il y a le marché, il commence aux États-Unis, ensuite il va en France, ensuite il va à Montréal. Ouais. Donc là, si tu commences directement aux États-Unis, les gens, tu es comme 5 ans en avance sur eux. Ouais. Les gens, ils adhèrent directement. Il y a la page de Bois de Boulogne
Boulogne officiel sur Facebook qui commençait à republier. Ah C'était ouais. comme, c'est quoi ce fou-là qui est dans ce cégep? Ça n'a jamais été. Bois de Boulogne, c'était pas connu comme étant un cégep ludique, Ok. justement, ou amusant et tout. Là, ils ont vu ça et Ils là, sont dit, ça pognait. Mais directement. quand je te dis ça pognait, c'est qu'à l'époque, ça faisait peut-être 10 000 vues sur YouTube, mais c'était énorme. 10 000 Ben, vues sur pour YouTube, des... c'est énorme. Exact. C'est énorme. À tes débuts ou ça a pris du temps avant que ça prenne? Les débuts. C'est quoi? Non, ça n'existait pas les shorts à ce moment-là. C'était Non, vraiment non, des c'est vraies vraiment vidéos YouTube. Wow, ok. Et ça a pris 10 000 vues directement. C'est ça. Crazy. Ok. Mais t'as jamais eu ce truc-là de gêne? Est-ce que de base, t'es quelqu'un d'introverti ou vraiment extraverti qui parle et qui a pas peur de genre discuter avec les gens, etc. Moi, je suis super gêné. Pas gêné, mais plutôt Timide? timide, Ok. Réservé? pudeur. Ok. J'ai de la pudeur. Donc, quand je commence la journée, j'ai zéro batterie sociale. Et là, je commence peu à peu, graduellement, à vaincre des petites craintes, des barrières mentales et tout, jusqu'à ce que je devienne vraiment extraverti. Puis à un moment donné, même moi, quand je suis dans l'état de lucidité totale, je Ouais. suis la personne la plus extravertie au monde. Mais Donc. est-ce que tu sais genre d'où ça vient ce fait-là de faire ce que tu as envie de faire, de faire rire les gens que tu as envie de faire rire ou de cringe les gens que tu as envie de cringe, mais genre juste de faire ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est comme c'est intrinsèquement en toi ou tu as comme dû travailler sur ça, tu vois? Genre un exemple tout simple, c'est que moi je suis quelqu'un de introverti en tant que tel, Ouais. mais je travaille sur ça comme pour m'ouvrir aux gens, etc. Mais est-ce que toi, tu as toujours été comme ça ou Ouais. tu t'es forcé? Ben, je me suis forcé. Ok. C'est pas, je pense que c'est naturel pour personne d'avoir autant d'attention sur soi-même. C'est toujours parce que, en fait, comment je réfléchis, c'est je prends mon point de vue personnel, puis ensuite je prends le point de vue des gens qui me regardent. Ok. Et quand, par exemple, tu es dans un bus, on va dire, et tu cries fort, et là, tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui se retournent vers toi et tout, mais tu te dis, chacun dans leur tête en ce moment, il est en train de penser à quelque chose Ouais. de cette personne-là. Ouais. Et généralement, c'est pas quelque chose de très positif ou whatever et tout. Mais si tu arrives à passer au travers de cela et le faire et voir qu'au final, tu n'es pas mort parce que le jugement qu'ils ont derrière leur tête, ben, ça va rester derrière leur tête Ouais. et que toi, tu es encore vivant, ben là, ça t'ouvre des barrières incroyables parce que la majorité des gens, ce qui les bloque justement d'atteindre leur objectif, c'est ces barrières mentales qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Donc, si tu le 100%. fais, c'est tout en ton avantage. Et est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu dises justement t'as ce discours-là ou ça est vraiment arrivé du jour au lendemain ou c'est une accumulation sur différentes situations? Ah, moi, mon trajet complet et tout, c'est de la chance totale. C'est juste, j'ai fait ce que j'avais le goût de faire. Ok. On peut appeler ça passion sur le moment. Moi, ça me faisait mourir de rire quand il y avait des situations malaisantes, puis qu'il y a des personnes qui sont dans la confusion, dans l'incompréhension. Et c'est juste pour ça que je faisais ça et c'est tout. Incroyable. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui justement est gêné, qui a peur du regard des autres, qui veut peut-être se lancer sur les réseaux ou qui veut comme ça entreprendre ou whatever, qui veut juste faire mais il a peur de ce que les gens vont pouvoir penser de lui? Ouais, ben, quand j'ai su que la majorité des pensées que les gens ont sur toi, c'est plus des reflets de eux-mêmes Ok. que ta vraie personnalité, Mhm. et ben là, ça m'a libéré beaucoup. Et je dirais pas comme ça et tout, c'est avec le temps que tu peux comprendre ça et tout. Mais en gros, si quelqu'un te juge, c'est souvent parce qu'il fait la même chose ou il a quelque chose de ça en lui et tout. Donc, si tu es en paix avec toi-même, etc. et tout, tu n'auras pas peur de le montrer au monde, etc. et tout. Mais ça commence par un travail interne. Donc, Ouais. si tu as beaucoup de voix dans ta tête qui ils essaient de te neutraliser justement, ils te disent ah non, fais pas ça parce qu'ils vont voir que tu as un nez qui est un peu croche par là. Mhm. Ah, fais pas ça parce qu'ils vont voir que tu bégayes quand tu parles ou whatever. Et ben tu vas toujours être bloqué. Mais donc, il faut d'abord vaincre ces voix internes avant, puis ensuite tu peux te lancer. Et tu dirais comment toi tu as réussi à vaincre notamment ces voix internes-là qui disaient non, fais pas ça, c'est trop cringe ou ne fais pas ça, tu vas te mettre dans un moment d'inconfort et tout. Comment tu as fait pour comme gérer ces pensées-là? Ouais, ben moi, justement, j'ai créé un personnage. Tu vois, quand tu te lances sur les réseaux, c'est difficile d'assumer que c'est toi-même 100%. et d'assumer tes propres erreurs, etc. et tout. Mais si tu dis, ah, c'est le personnage, Ouais. ça veut dire que là, c'est art du malaise. Et là, même peu importe quelle faute tu vas faire, ben, c'était art du malaise. Ben là, le gars est malaisant, etc. et tout, c'est le personnage. Ouais. Mais quand c'est toi-même, c'est beaucoup plus difficile. Et là, j'ai fait la transition justement avec le temps pour devenir moi-même. Mais c'est très difficile. Mais genre, un conseil, je peux te dire, ben, instinctivement, je l'ai fait, c'est crée-toi un personnage. Et moi, à ce moment-là, quand je filmais mes vidéos, je me mettais en personnage art du malaise. Donc là, c'était le gars qui avait peur de rien, comme tu as dit en début de vidéo. Mais c'était juste un personnage. Ok. Mais
tellement que j'ai été ce personnage-là, subhanallah, qu'à bout d'1 an, 2 ans, j'étais vraiment devenu cette personne-là. Puis là, j'avais vraiment plus peur de rien. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, mais je l'utilise plus comme avant. Avant, je devais à chaque fois que je suis dans un espace public et tout, crier, mettre l'attention sur moi, etc. et tout. Maintenant, c'est juste quand je veux. Tu vois, je sais que je suis capable, donc je n'ai plus besoin de le faire. Intéressant. Est-ce que tu me dis si j'ai tort, mais est-ce que tu as fait ça pour ne pas avoir de barrière totale? C'est que tu es devenu le art du malaise pour justement que les gens s'attendent rien de toi, qu'ils te mettent pas nécessairement sur un piédestal ou quoi. Est-ce que c'était comme une genre de protection, veut pas d'une certaine manière? Ouais, si on le comprend comme ça, on peut dire que c'est une protection. Ouais. Toi, tu le définirais comment? Le personnage art du malaise que tu as créé, Ouais. pourquoi tu l'as créé de cette manière-là? Pourquoi tu as créé art du malaise? Ben moi, parce que j'avais le concept justement de vaincre le malaise, justement, et je considérais que le malaise, c'est comme un art parce qu'il y a comme plusieurs facettes à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce personnage-là spécifique. Mais à un moment donné, tu peux pas être défini par seulement un truc pendant trop, trop longtemps, et c'est pour ça que tu trouves d'autres facettes, etc. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'à un certain moment, tu es rentré dans ce personnage-là trop deep à un point où tu étais bloqué avec cette image-là de art du malaise, alors que toi, aujourd'hui, tu n'étais plus ce gars-là? Pas bloqué parce qu'à chaque fois que quelque chose résonnait plus avec moi, j'essayais de le changer. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où j'étais comme, ah, les gens, ils s'attendent que je sois malaisant, donc je dois l'être. Tu vois, il y a des gens dans la rue, ça me tue. Ils viennent me voir et après, la première interaction qu'ils ont avec moi, c'est « Oh non !» Et là, ils me disent genre, yo, t'as vu, j'ai créé un malaise, tu vois. Comme si moi, genre, 24 heures sur 24, genre, je suis comme genre en mode. Et là, après, j'étais comme, ouais, il faut que je montre peut-être d'autres facettes et tout pour pas que. Et est-ce que tu avais une certaine vision quand tu as commencé Art du Malaise et Yahya, je vais t'appeler Yahya, c'est plus simple. Est-ce que il y a eu un début de Art du Malaise? Est-ce que, en fait, quand tu as commencé à être Art du Malaise, est-ce que tu savais vers où tu te dirigeais et tu savais que ce personnage-là allait t'aider ou tu fais juste ça pour détruire des barrières mentales? Ouais, ben, au début, je voulais juste vivre de la création de contenu. Ok. En fait, j'avais même pas ça comme objectif au début, mais non, j'avais pas de plan du tout. Comme j'ai dit, c'est vraiment accumulation de chance sur chance sur chance qui a fait que c'est la trajectoire. Je peux pas dire qu'il y a un plan précis, Ouais, etc. Et tout. Et surtout, moi, je suis pas quelqu'un qui planifie trop longuement et tout. J'ai même pas d'horaire de la semaine ou whatever et tout. Tu vis vraiment le jour le jour? Ouais, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a demain. Pourquoi pourquoi tu vis le jour? Parce que la plupart des gens, ils essaient de faire un planning sur une semaine, sur un mois, des objectifs à atteindre d'ici 5, 10 ans. Ouais. Pourquoi toi, tu arrives à ne pas prendre ça en considération et vraiment vivre le jour? Ouais, parce qu'à chaque fois que j'ai planifié, j'ai été déçu. Ok. Quand j'ai essayé de planifier quelque chose, ça se passe jamais comme j'ai pensé. Puis en même temps, il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans la vie que je peux juste pas planifier. J'ai juste accepté que c'est pas moi qui planifie. Puis Intéressant. Et est-ce que tu vis le jour dans le sens où tu veux vraiment profiter de chaque seconde que tu as durant ta journée plutôt que planifier le lendemain et pas profiter du moment présent? Est-ce que tu es dans plus ou moins cette mentalité-là ou c'est vraiment ce qui est fait aujourd'hui et demain je verrai? ouais, ben c'est ça. Je vis le jour, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a deux facettes à cette question-là. Parce que avant, j'étais comme en mode vraiment le jour le jour. Quand j'étais petit, j'étais vraiment le jour. Mais plus tu grandis, on dirait qu'il y a des tracas ou des préoccupations qui font en sorte que ben, tu penses plus juste à aujourd'hui, mais tu penses à demain, puis, etc. et tout. Et il y a beaucoup de craintes aussi, puis des projections qu'on se fait humainement et tout, qui sont souvent fausses. Et donc, revenir le jour, c'est souvent la solution à tout, justement, c'est le moment présent. Puis d'ailleurs, rien d'autre existe que le moment présent, en fait. 100%. Est-ce que tu as toujours eu cette mentalité que tu es en train de m'exprimer en ce moment ou ça a pris du temps avant que ça arrive? Par rapport au moment présent, Non, en fait, à toute la maturité que tu as pris ah, aujourd'hui. moi, Excuse-moi, t'as toujours été comme cette maturité-là Ouais. et en fait, c'est le art du malaise qui prenait juste trop de place par rapport à ça? ouais, c'est Ok, ça. c'est ça? Ok. C'est ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, trop de réflexions, même jusqu'à parfois me paralyser dans le cerveau, etc. et tout. Dans Et quel juste sens?
Dans le sens où tu as tellement de pensées que à un moment donné, ben, tu réfléchis, même jusqu'à trop réfléchir par rapport à ce qui devrait être réfléchi. Puis là, Ok. tu dépasses certaines barrières, etc. Mais justement, Art du Malaise, c'était comme quelqu'un qui est beaucoup plus dans la spontanéité et tout. Ok. Et à chaque fois que je partais trop loin dans mes pensées, je revenais à l'instant présent comme ça et tout. Mais ouais, j'ai toujours été dans cette maturité comme ça parce que j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de Yes. devoirs. Et malgré ce personnage-là qui est toujours ludique et drôle, etc. et tout, on dit souvent que les personnes qui rient le plus, c'est souvent ceux qui ont des Ouais, problèmes ou des ouais. trucs comme ça et tout. Et moi, c'était vraiment ça et tout. Et ce qu'il y a derrière ma tête, en fait, comme philosophie, c'est que peu importe les problèmes que je vais avoir personnellement ou dans ma tête, c'est pas aux autres de les subir ou au contraire même. Si je peux adoucir la vie des gens ou si je peux l'alléger en quelconque façon, ben, je vais le faire. Et c'est pour ça qu'il y avait ce personnage-là. Incroyable mentalité. Franchement, je te serre la main. Incroyable Ah, ça mentalité. fait- Et je suis intrigué par le fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te détaches, même s'il veut pas, c'est dans ton background art du malaise, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu passes de art du malaise à aujourd'hui Yahya? Qu'est-ce qui a fait un switch entre ta création de contenu et en fait ta personne? Ben, c'est la connaissance de soi-même parce Ok. qu'avant, je ne savais pas j'étais qui du tout, comme tout le monde. Mhm. Donc, avec le temps et l'isolement, tu commences à apprendre beaucoup sur toi et surtout à suivre ce qui est beaucoup plus authentique à toi-même. Ouais. Et même si c'est vraiment authentique à moi, une facette où j'aime crier, j'aime être extraverti et tout, ben, il y a une autre facette de moi où je suis très introspectif et que je réfléchis beaucoup et tout. Et c'est juste trouver cet équilibre entre... on ne peut pas rire à tous les jours, puis on ne peut pas pleurer à tous les jours. Et c'est juste avec la connaissance, avec le temps que tu te découvres toi-même à 100%. Et tu as fait une vidéo, je vais rebondir sur ça, tu as fait une vidéo il y a quelques jours par rapport au fait que tu regrettais toutes les vidéos en tant que telles que tu avais fait auparavant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu viennes et tu mets la caméra devant toi et tu fais justement une vidéo on va dire de remords en tant que tel? Ben, parce que on dirait que pour passer à autre chose, il faut souvent faire le deuil à l'intérieur de soi-même. Mais quand tu le dis publiquement, c'est Ouais. encore plus comme si tu passes à autre chose. Et d'ailleurs, je regrette pas toutes les vidéos que j'ai fait. Je regrette vraiment ceux où je suis tombé dans le piège de la création de contenu. Ok. Si tu veux, on en parle, c'est un sujet Ouais, important. on Parce pourra en discuter après. Je vais te poser une bonne question après, genre, par rapport à la création de contenu. Ok, c'est ça. Mais en fait, toutes les fois où je suis tombé dans le piège ou le vice en fait des réseaux sociaux, là, je les regrette parce que en fait, ça vaut pas la peine Ouais. et c'est tout. Et donc, je voulais faire comme un désavouement en fait Ok. avec moi-même, puis c'est ça. Et on avait parlé de la création de contenu. Est-ce que tu penses que... Décris-moi le vice aujourd'hui sur la création de contenu qu'il y a en Voilà. fait. Donc, quand tu rentres dans le monde de la création de contenu, toute ta vie, tu as été. On est dans la culture en fait du résultat. Ok. Quand tu es à l'école, tu essaies d'avoir toujours la meilleure note, etc. Et tout, ce qui fait que quand tu rentres dans les réseaux, ton objectif, c'est d'avoir le plus de vues méthodiquement parce Ouais. que tu te dis que plus j'ai de vues, ben, plus mon message est diffusé, etc. Et tout. Le problème, c'est que quand tu essaies d'avoir le plus de vues possible, ben, là, tu comprends qu'il y a un algorithme derrière ça. Puis là, l'algorithme, c'est juste en fait la manière de sélectionner quelle vidéo va être mise de l'avant. Ok. Et malheureusement, la majorité des gens, quand ils consultent leur téléphone, ils consultent des vidéos qui ne sont pas favorables pour eux. Yes. Dans le sens où c'est Divertissement. divertissement, des ouais. trucs, ou des trucs négatifs, ou des télé-réalités où il veut savoir qu'est-ce qui se passe, quelle chicane il y a entre lui et lui, etc. Et tout. Bref, tous les vices humains, ils sont beaucoup plus mis à l'avant, etc. Et tout, parce que c'est ça que les gens consomment. Donc, autrement, quand toi, tu fais des vidéos et qui sont positives ou qui sont bonnes dans ta tête, etc. et tout, et tu vois que ça ne fonctionne pas, et que de l'autre côté, tu essaies de juste comme faire un clash, etc. et tout, Ouais. mais tu commences à repousser peu à peu tes limites. Au début, tu commences avec des bonnes intentions et tout, mais ensuite, tu te dis, bon, là, je vais faire un clash avec une personne. Moi, je sais qu'entre moi et la personne, il n'y a rien. Et tu vois, et on invente ça et tout, mais c'est pas grave parce que les gens, ils veulent du drama, c'est ça qu'ils veulent et tout. Mais en quelque sorte, tu es en train de contribuer à vraiment l'image publique que tu es en train de donner. C'est important, surtout en tant qu'ambassadeur, en tant que musulman, en fait, tu as une double responsabilité. Et peu à peu, c'est ça. C'est après, oh, j'ai mis une fille dans ma vidéo. En fait, j'ai remarqué que ça fait beaucoup plus de vues. Ouais. Donc là, c'est peu à peu. Rentrer, ouais, dans Puis ce- comme je disais, en fait, chaque domaine dans lequel tu étais, c'est en fait, tu as un pouvoir, puis tu as une grande responsabilité. Ouais. Par exemple, l'argent, c'est un test qu'on a. Ouais. Plus tu en as, comment tu l'utilises. Ben, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Puis quand tu le réalises de cette façon-là, tu essaies de purifier ton intention avant chaque vidéo. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui,
Et je dirais pas la grande majorité, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, que ce soit à Montréal ou même dans la création de contenu francophone, il y a ce vice-là qui est plus mis en avant ou qui est plus majoritaire que celui du bon contenu qui est éducatif, etc. Ouais, ben comme je dis, on remet souvent aussi la faute sur les créateurs de contenu, mais c'est parce que c'est les gens qui consomment ça. Ouais, Et c'est quand même fou de pointer juste du doigt les créateurs de contenu parce que les créateurs de contenu, comme je t'ai dit, eux aussi, ils ont une part du blâme et tout, mais ils font ce qui fonctionne avec les ouais, gens. Si les gens, du jour au lendemain, ils se disaient, OK, Nal Shetan, à chaque fois que je vois une vidéo qui est pas bonne, etc., et tout, ben ça fonctionnerait plus. Puis ces créateurs de contenu, ils se rueraient vers des trucs positifs. Aujourd'hui, la preuve de ça, c'est que Starbucks, ils ont fermé, je pense, 900 magasins, mhm, succursales récemment. mhm, Pourquoi? Parce que les gens, ils se sont mis ensemble pour boycotter ça. mhm. Et donc là, Starbucks, que c'était une enseigne que tu ne dirais jamais un jour Ouais, qu'elle pourrait faiblir. En fait, Starbucks, c'était au même rang que McDonald's, etc. et ouais, tout. Puis tu te dis, parce que les gens la boycottent, ben, elle est comme ça. Ça veut dire, c'est quoi le message? Ça veut dire, tu es une entreprise, tu finances un génocide, ben, mhm, on va faire en sorte que ben, tu n'existes plus. Et mhm. si les influenceurs, c'était la même chose, tu es un influenceur, tu mets de l'avant des filles dénudées, des clashs, etc. et tout, ben, on ne regarde plus tes vidéos. Ouais. Ben, ils vont Ouais, rapidement... le contenu va changer à ce moment-là et il va balancer vers, on va dire, un meilleur contenu. Exact, mais tu peux pas contribuer à ce cycle-là puis dire ah non, mais c'est de leur faute et tout. T'es 100%. responsable. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu ici à Montréal, ou même encore une fois dans le francophone, on va rester sur Montréal, est-ce que tu penses que la création de contenu ici à Montréal a réellement un potentiel où tu peux en vivre notamment? Est-ce que tu peux en vivre pour l'instant, la seule façon d'en vivre, c'est plus lié au marketing, je pense. Ok. En fait, en tant que créateur de contenu comme ça et tout, tu peux, si tu fais vraiment de la bonne production, tu vas Mhm. sur YouTube, tu te professionnalises et que tu es patient sur le temps, ça veut dire Ouais. que ça va te prendre 2, 3, 4 ans et que tu ne démoralises jamais entre-temps puis que tu abandonnes pas, c'est possible. Mhm. C'est juste que c'est rare, puis ça prend beaucoup de détermination. Par contre, l'autre voie qui, on va dire, les réseaux sociaux qui sont courts, qui sont un peu plus accessibles, faciles à faire, qui nécessitent moins de montage, etc. et tout. Et ben ça, si tu veux en vivre, il va falloir que tu deviennes assez intelligent pour comprendre comment il fonctionne. Puis ensuite, Mhm. tu utilises cette connaissance pour aider d'autres personnes ou entreprises à aller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la technique où tu peux en vivre. On Ouais. peut dire que tu ne vis pas de la création de contenu, mais tu vis de la connaissance que tu as acquérie avec ça. Mhm. Mais bientôt, ça deviendra accessible quand beaucoup de compagnies vont commencer à faire des affaires. Parce qu'aujourd'hui, les compagnies, ils proposent encore $50 pour faire une vidéo, Ouais, etc. et ça fait tout. pas de... Donc, si tu veux vraiment vivre de ça, faut que tu fasses comme une promo par jour. Puis là, tu deviens vendu, tu deviens le gars qui affiche sa tête partout, etc. et tout. Mhm. Donc, pour l'instant, c'est encore... ça C'est très... émane, mais Ouais, si tu commences maintenant, parce que de toute façon, tu ne vas pas percer tout de suite, ouais, ben, c'est le bon moment, le temps que ça se ouais, démocratise, là. ouais. Donc, c'est ça. Et tu avais dit notamment que ça va prendre du temps nécessairement avant que, on va dire, Montréal puisse, on va dire, reconnaître la création de contenu, que ça devienne de plus en plus anodin et normal. Est-ce que tu penses notamment c'est maintenant la génération qui commence à faire la création de contenu, etc. On avait parlé dans les anciens podcasts avec notamment Malek, Samy et même Anis. On avait parlé notamment de cette nouvelle génération qui commence à arriver, la génération, moi j'appelle la génération miracle, c'est comme ça que je l'appelle, cette nouvelle vague de créateurs de contenu. Est-ce que tu penses que c'est elle qui va faire la différence et qui va venir banaliser la création de contenu, ou tu penses que ça va encore prendre encore plein de gens comme eux? Non, moi je pense que ça se peut que ce soit dans cette génération ou peut-être juste Celle l'autre d'après? d'après, mais parce que je veux dire, ça peut être plus vite que ce que je pense dans ma tête parce que moi, tu vois, ça m'a pris 9 ans, Ouais. puis toujours pas encore, mais quand les résultats commencent à venir, ils viennent de manière exponentielle. Ouais. Parce qu'on va dire, il y a un créateur de contenu qui fait en sorte qu'il inspire deux créateurs de contenu, puis là, Ouais. ces deux créateurs de contenu Mhm. en inspirent deux autres, etc. et tout. Donc, les résultats, ça ne veut pas dire que parce qu'en 9 ans, ça n'a pas bougé beaucoup, que ça ne peut pas se faire en un an et tout. Ouais. La courbe est comme ça. Donc, ça se 100%. peut que ce soit dans cette génération-là ou juste après, mais dans tous les cas, il vaut mieux être dans la wave. Et est-ce que, en fait, on a beaucoup d'exemples ici à Montréal de gens qui ont percé. Qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que les gens qui percent ici à Montréal partent directement en France et essayent vraiment d'expandre dans l'autre continent européen?
Parce que il y a justement à cause du problème au Québec qu'il y a pas de, Ouais, tu peux pas vraiment en vivre et tout. Puis si tu veux expandre ton marché et tout, il y a le marché francophone qui parle la même langue que nous, donc ouais, c'est pour ça qu'ils vont là-bas. Mais ça, c'est des gens qui veulent, c'est ça, vivre de la création de contenu. Moi, est-ce que je veux vivre de la création de contenu? Je pense pas que ça a été mon objectif, en fait, ok, de devenir en fait influenceur ou un truc comme ok, ça, parce que c'était plus la création de contenu, c'est plus pour véhiculer des messages ou pour exprimer qui je suis pleinement, etc. et tout. Mais comme vivre de ça, ça implique qu'à 30 ans ou 32 ans, etc. et tout, je suis obligé de faire ça, etc. et tout. Je ouais. pense pas que c'est l'objectif. C'est un bel objectif pour débuter, mais après, je pense qu'on passe à autre chose. Et c'est quoi ton objectif final? Est-ce que là, tu viens notamment de dire que tu veux pas vivre de la création de contenu ou sur un long terme, c'est pas nécessairement une chose qui t'intéresserait? C'est quoi ta vision de après les réseaux? T'aimerais vivre de quoi en fait? En fait, moi, j'aimerais vivre moi, j'aimerais être un philanthrope, c'est-à-dire vraiment. Ouais, je me rappelle, je m'avais dit, tu m'avais dit au gym. C'est quelqu'un qui redonne comme ça. Puis après, moi, Ouais. je crois vraiment à la notion que le risque ou l'argent et tout, il circule en flot, etc. et tout. Et plus tu donnes et plus tu reçois sans même trouver une manière justement de recevoir, etc. et tout. Ok. Si aujourd'hui, si ma finalité, ce serait devenir un imam Mhm, et ultimement partager le message au maximum et mhm. tout pour avoir le maximum de hasanat possible pour faire une sadaqa jaria. Mais entre-temps, ben, tu te découvres, tu fais passer des messages qui Ok. sont importants et tout. Donc, toi, ta vision d'ici là, tu me dis si je me trompe, c'est de continuer à créer de contenu jusqu'à un point où tu peux notamment devenir un imam, etc. et apprendre la science religieuse. Et après, Ouais, par la suite, justement, switch, laisser la création de contenu de côté et exact. à 100% te concentrer sur les études religieuses, c'est ça? Exact, exact. Ok, franchement, beau parcours. Franchement, c'est une Ouais, bonne finalité. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, je le souhaite à 100%. Et tu avais parlé de création de contenu et le fait que tu fais ça sur un moyen, voire long terme, mais ce n'est pas une finalité pour toi. Est-ce que tu penses que euh, tout le monde est fait pour être un créateur de contenu? Est-ce que tout le monde est fait pour être un créateur de contenu? Non. Parce Ok. il y a certaines personnes qui n'ont pas cette envie-là de s'exposer aux gens, etc. et tout. En Mhm. fait, je dirais que la majorité de la population n'ont pas cette envie-là. Mais que la création de contenu, ben, ça t'apprend beaucoup de choses sur Mhm. toi-même. Parce qu'en fait, quand un individu normal il fait, on va dire, une erreur, ben, généralement, c'est juste son groupe de potes qui sont proches, qui sont conscients de cette erreur-là. Certaines personnes vont le rediriger vers le droit chemin et d'autres non. Ouais, Mais quand tu es sur les réseaux et tout, ben, tout ce que tu fais, il est exposé à tout le monde. Donc, tu reçois en fait des feedbacks beaucoup plus ouais, rapidement, ce qui te permet aussi d'évoluer plus rapidement. ok. Et, mais si quelqu'un, par exemple, il veut devenir créateur de contenu, est-ce que tu penses qu'il y a des variables qui ne peuvent tout simplement pas changer, qui l'empêcheront de devenir un créateur de contenu à succès? Non, Rien? Ok. non. Tu penses, même si quelqu'un qui, vraiment, qui est timide, qui arrive juste pas à interagir, on va dire, avec les gens, mais qui veut vivre de la création de contenu, tu penses que même à ça, s'il arrive à faire un travail sur lui, il va pouvoir en vivre et devenir un réel créateur de contenu? En fait, tu veux la vérité, c'est Dis-moi. que même sans travailler sur lui, Mhm. si seulement il arrive à être honnête Ouais. à 100%, il peut faire de la création de contenu. En fait, quand tu es timide, tu n'es pas obligé de faire le personnage qui n'est pas timide. Ok. En fait, juste en étant toi-même à 100%, c'est-à-dire Mhm. en étant timide et en exprimant qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu es timide, et etc., etc. et tout, ben, il y a des gens qui vont résonner avec toi, Mhm. beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, tu n'as pas besoin de changer ou... En fait, il n'y a pas un type défini pour devenir influenceur. Ok. C'est souvent des gens qui sont extravertis Ouais. comme ça et tout, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. En fait, l'influence, c'est quoi? C'est juste des gens qui ont décidé de se mettre de l'avant. Et si toi, ta philosophie, tu l'expliques de pourquoi introverti, c'est pas si pire, etc. et tout, ben, il y a des gens qui vont adhérer à cette philosophie-là, Ok. puis ils vont vouloir la faire. En fait, l'influence ou la popularité et tout, c'est l'art de la persuasion, que Mhm. ta philosophie, c'est la bonne. Ok. Et donc, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Ultimement, c'est sûr que plus tu changes et plus tu progresses et plus tu arrives à expliquer cette progression, plus c'est bon. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que tu stagnes. Mais à part ça, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un pour être influenceur et tout. Tu peux même être handicapé, Mhm. tu peux être aveugle. Mais tu vois, les gens vont relate avec toi. Donc, ça ne prend même pas de compétences. Ok. C'est vrai qu'on est 9 milliards en ce moment sur la Terre, donc c'est sûr et certain que t'es pas le seul à avoir ce type de personnalité. Donc c'est sûr et certain qu'à un moment donné, les gens vont résonner avec ton histoire et ton parcours et même ta philosophie, comme tu avais dit. Mhm. Et
il y a un truc qui me titille énormément depuis le début de la conversation, c'était quand tu es sur l'influence, quand tu es mis de l'avant, notamment sur les réseaux sociaux, c'est comme si on te met sur une estrade. Et cette estrade-là, elle est représentative de l'influence que tu vas avoir sur les gens. Donc les gens idéalisent à un point où la seule erreur que tu vas faire va leur permettre d'oublier tout ce que tu as fait auparavant, qui est notamment peut-être les faire rire, leur donner des événements gratuits, donner de la value gratuitement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a trop idéalisé les gens sur les réseaux sociaux au point où on les a limite rendus inhumains? Ben, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un derrière ton écran souvent et tout, ben, tu vas te dire que cette personne, elle n'est pas vraiment réelle. En fait, c'est vraiment différent Ouais, entre quand tu vois quelqu'un sur les réseaux et quand tu le vois en vraie vie. Tu vois, tu vas pas avoir le même comportement et tout. Par exemple, tu vas avoir beaucoup de hate dans tes vidéos et tout, mais rarement quelqu'un va venir te voir dans la vraie vie. Il va te dire, yo, toi, 100%. je t'aime pas. 100%. Tu vois, et ça montre qu'il y a une certaine différence entre quand tu es chez toi et tu écris un truc et quand tu es en face. Et c'est bien, ce qui fait en sorte que la majorité des gens, ben, leurs pensées négatives, ben, ils ne les disent pas en vraie vie, ce qui est positif. Mais pour revenir à ta question, est-ce qu'on a mis les influenceurs sur un piédestal? Oui. C'est des personnes qui sont normales, en fait, qui ont décidé de faire des vidéos, mais il y a beaucoup de gens qui les glorifient un peu. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours mis mal à l'aise. Quand je rencontre des gens qui veulent prendre une photo, je suis comme toi. pourquoi en fait en fait, pourquoi tu veux prendre en fait, je comprends en même temps quand tu es jeune, là tu vois quelqu'un qui t'inspire, etc. et tout, mais en même temps j'ai vraiment le goût de normaliser le message que c'est vraiment des personnes normales qui ont peut-être autant de craintes, autant d'insécurité que vous. C'est juste qu'ils ont pris la caméra un jour, ils ont décidé de faire du montage et tout, puis c'est tout. Et même il y en a qui sont pas influenceurs, qui ont une vie beaucoup mieux que des influenceurs et tout, mais on a l'impression que juste parce que tu es influenceur, ça y est, tu as un statut, Exactement. C'est fou. Et même, tu sais, parfois, il y a souvent des gens... en fait, il y a une notion que peu de gens comprennent, c'est les réseaux sociaux, on veut vous montrer ce qu'on veut vous montrer. En fait, c'est pas la réalité des choses. Si demain, il y a une Lamborghini qui est au D-Town et je mets une petite cravate, un petit veston, une petite montre et je peux faire croire à toute la population de Montréal que j'ai pété le million, alors que pas du tout. Ouais. En fait, c'est la manière dont tu vas amener les choses et que tu vas mettre en avant les choses qui va créer, on va dire, ta réalité, tu vois. Et aujourd'hui, et tu me dis ce que tu en penses, c'est cette réalité-là que les réseaux sociaux, c'est tout simplement un genre de voile que les créateurs de contenu utilisent pour mettre en avant leur personne ou leur business ou quoi que ce soit. Et je voudrais savoir justement ton avis par rapport au fait de la réalité et celle qu'on montre sur les réseaux. Est-ce que tu penses qu'il y a réellement une différence ou c'est la même chose? Ben, en fait, par rapport à ces créateurs de contenu qui mettent à l'avant du faux, par exemple des fausses voitures ou des faux concepts ou qui ne sont pas eux-mêmes ou qui jouent un personnage et tout, moi justement, je pense que toute cette catégorie de personnes-là, ils vont disparaître avec le temps. Parce que en fait, les gens qui regardent les vidéos, ils deviennent de plus en plus matures et ils ont vu de plus en plus de choses. Et c'est tellement d'informations qu'ils arrivent à dissocier maintenant les vrais créateurs de contenu du faux. Parce qu'en fait, quand tu es en connaissance de cause, quand c'est encore nouveau et tout, tu peux être ébahi, tu peux être trompé. Mais avec les circonstances, avec le temps, par exemple, genre il y a des télé-réalités qui ont été créées sur TikTok. Au début, tout le monde adhérait à ça à 100% et tout, mais plus en plus de temps, ils commencent à voir qu'il y a des scénarios faux. Et là, après, maintenant, les gens, ils commencent à remettre en question de plus en plus. Avant, ils ne remettaient pas en question. Par exemple, là dernièrement, Hashmi, il dit il y a des caméras dans mon hôtel et tout. Personne n'a cru. Alors qu'avant, il y aurait la moitié des gens qui auraient cru, etc. Et tout. Donc, ça devient de plus en plus difficile de mentir, ce qui devient une bonne chose. Et donc, les créateurs de contenu aujourd'hui qui fonctionnent, paradoxalement, les gens, ils ont compris certaines lois que quand tu vois ça, ben, généralement, la personne, elle ment subconsciemment. Par exemple, quand tu vois une vidéo surmontée, avec beaucoup de montage, des effets à chaque 2 secondes, etc. et tout, généralement, cette personne-là, elle vend un produit. Ou parce qu'en fait, elle a engagé un monteur. Un monteur qui coûte, je sais pas, 40-50 $ pour cette vidéo-là. Mais elle a engagé une personne, ça veut dire que derrière, il doit y avoir un ROI. Ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement. Donc là, ça veut dire que généralement, cette vidéo-là, il va pas penser à ton bien nécessairement, mais il va te l'amener d'une façon pour que toi, tu achètes son produit ou peu importe et tout. Donc,
instinctivement, les gens, maintenant, quand ils commencent à voir des vidéos surmontées et tout, ben, ils se disent, ah, qu'est-ce qu'il veut me vendre lui? Ouais. Et donc là, maintenant, les créateurs de contenu qui prennent leur téléphone, ils posent une bouteille d'eau, ils mettent le téléphone comme ça et ils se filment. Ouais. Là, les gens ils disent, bah, c'est un fou ce gars-là. Genre, Ouais. ah ok, il veut rien me vendre et tout. Et là, ça commence à adhérer plus. Mm. Les créateurs qui font des vidéos de 4 minutes, 5 minutes et tout, Ouais. maintenant, ça fonctionne. Alors qu'avant, non. Parce qu'ils ont compris que les gens qui essayent de faire juste du contenu court, ils veulent juste avoir le maximum de vues ou le maximum de rétention. Ceux qui font des vidéos, par exemple, de 4 minutes, ils n'ont rien à perdre et ils s'en foutent de l'algorithme et tout. Là, ça plaît aux gens. Mais Ils veulent être contre... On se voit ça, les vidéos de 4 minutes, c'est que même là, ça a été un peu, on va dire, patch. C'est qu'en Ah oui. France, t'es rémunéré quand tu dépasses 1 minute. Oui, Donc les gens qui voient 4 minutes, si tu vas dans les commentaires, tu vas voir, par exemple, ah, il fait une vidéo de 4 minutes parce qu'il est rémunéré, tu vois. oui, mais généralement, quand les gens ils font du contenu pour la rémunération, ils font 1 minute 10, Ok, 1 minute 5, 1 minute 20, pas 4 minutes, ok. pas je 4 comprends. minutes, tu comprends? Ouais, c'est fou. Et aujourd'hui, il y a notamment des gens qui vont utiliser les réseaux pour promouvoir leurs projets, leurs services, leurs produits. Et on va prendre en compte que ces gars-là sont mauvais. Donc il y a une arnaque derrière. Hmm. En fait, comme tu avais dit au début, que c'est tellement devenu récurrent que les gens comprennent. Que les gens, quand ils voient un type de vidéo, ils savent qu'il y a quelque chose à la fin, tu vois. Mhm. Et la plupart, c'est qu'ils se sont fait arnaquer, donc ils comprennent qu'il y a une supercherie derrière. Mais il y a aussi une autre type, le plan, on va dire le B, qui eux vendent réellement des choses qui ont fait des études pour avoir, ils ont eu des diplômes, des certificats qui ont été reconnus, et donc ils vendent leurs services à travers les réseaux sociaux. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas nécessairement il y a un conflit entre les deux et une décrédibilisation de ceux qui sont là pour les bonnes raisons et ceux qui ne le sont pas? Exactement. Ben, je peux rien rajouter de plus en fait. C'est vraiment une problématique qu'il y a en ce moment, c'est qu'on ne peut plus dissocier le Ouais. vrai du faux. Euh, et comme tu as dit, même il y a du faux, il y a certains qui vont tomber dans le panneau quand même. Toujours, il y aura une petite minorité. Ouais. Et dans le vrai, il y en a qui vont pas croire justement, alors qu'ils se font juste un premier jugement qui est Ouais. négatif. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste penser au long terme et bâtir ta réputation peu à peu. Et le bouche à oreille va faire le reste. Parce qu'au final, on va revenir aux méthodes ancestrales qui sont le bouche à oreille. Oh, Ouais. ce gars-là, c'est un bon. Et ça va être du partage personnel. Lui c'est un vrai. Suis pas les autres parce que les autres, c'est des vendus, etc. Et tout. Puis on va rapidement catégoriser qui ouais. Et tu trouves pas qu'il y a un truc qui... C'est qu'en fait, les réseaux sociaux, il y a énormément d'avantages. Ça peut Mhm. changer ta vie comme ça peut te la détruire. Mhm. En fait, comme je t'avais dit au début, c'est qu'il y a une certaine idéalisation par rapport à les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mhm. Et je t'avais dit que notamment, quand tu fais une seule erreur, les gens oublient complètement tout ce que tu as pu faire auparavant et Mhm. prennent seulement l'erreur négative en considération. Mhm. Tu trouves pas que c'est très malsain, cette perception-là de j'ai fait une seule erreur, ok, vous avez oublié tout ce que j'ai pu faire pour vous et Ouais. en fait, ce qui est bien sur les réseaux, c'est que tu peux build une image de fou. Il te suffit d'un bad buzz et ta réputation peut être finie à vie, tu vois. Exact. Est-ce que toi, tu as déjà vécu un bad buzz qui a fait en sorte que les gens oublient tous les pranks que tu as fait ou toutes les bonnes causes que tu as fait? Exact. Ben, en fait, on dit, le dicton, c'est quoi? C'est un arbre qui tombe fait Mm. plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Incroyable. Donc, c'est tout simplement ça, c'est pas juste sur les réseaux, c'est aussi Ouais. dans la vraie vie. Il y a un ami, tu vas lui prêter beaucoup de fois d'argent, mais la seule fois où tu vas pas lui prêter, ben, il va se souvenir. C'est le moins de la mauvaise. Ouais. Exact, c'est le biais cognitif. Mais par rapport au réseau, effectivement, premièrement, oui, c'est chiant, etc. Et tout, mais quand tu comprends que c'est l'humain, il est Mhm. comme ça et tout, tu normalises. Et deuxièmement, nous, tout ce qu'on fait sur les réseaux, je pense qu'on le fait pour Dieu, Ouais, en fait. 100%. Et donc, toi, ton intention, c'est tu le fais comme ça. Ceux qui vont avoir cette mauvaise perception, etc. et tout, mais Dieu, il sait quel bien tu as fait. Ouais. Les humains aussi, ils savent. Hein. Bizarrement, c'est que tu as dit que les gens, comme s'ils oublient ce que tu as fait et tout, mais intérieurement, Ils se rappellent. ils savent, ils se rappellent. Et c'est souvent quand tu vas mourir, je dis toujours ça, comme ça et tout, que là, les gens vont être comme « Ah, mais on a été peut-être trop dur, Ouais. il a fait quand même ça, il a fait ça, etc. » et tout. Donc, c'est pas un problème. C'est tant que tu es vivant, il y a encore cet ego-là et tout. Mais on dirait que quand tu es mort, il n'y a plus cet ego parce qu'il n'y a Ouais. plus de compétition avec toi. Donc là, ils sont comme « Ah, non, miskin, en vrai, il est mort, tu vois. » Et est-ce que t'as déjà eu de la haine, mais pour rien, sur les réseaux sociaux, notamment? Est-ce que tu as eu des critiques? Est-ce que tu as déjà eu des gens qui disent, Yahya, comme, lâche à faire, ça va pas le faire, ou arrête, ça va juste pas marcher?
Ouais, et justement, en fait, il y avait tellement de messages comme ça et tout, qu'à un moment donné, tu regardes tous les commentaires et tu te dis, c'est pas des vrais humains. Ouais. Et là, après, à un moment donné, tu commences à tous les commentaires t'en foutre. Bons comme mauvais, etc. Et tout, tu te dis, moi, je m'en fous, je fais ce qu'il y a dans ma tête et je le fais. Et ça, c'est dangereux aussi. Mm. Parce qu'en fait, là, tellement que tu es insensibilisé, que même si quelqu'un va te faire un bon rappel ou un truc positif, même si ça va être sous critique, etc. et tout, mais toi, tu vas même pas le percevoir tellement Ouais. que tu vas te dire, les gens, ils veulent juste m'affecter, etc. et tout. Ça demande beaucoup, beaucoup de recul, de juste comme regarder comme étant une troisième personne. Est-ce qu'il a raison factuellement, oui ou non? S'il a raison, qu'est-ce que je peux faire pour changer? S'il n'a pas raison, là, je peux ignorer. Et souvent, même, je vais t'ajouter un truc que moi, jusqu'à aujourd'hui, wallah, j'ai pas compris. Les personnes qui écrivent des commentaires négatifs dans des vidéos. Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça de ma vie Mm. et je peux pas comprendre vraiment ça et tout parce que comme au point où quelqu'un m'énerve, admettons que j'aime pas, yo, sa tête me dégoûte et son contenu me dégoûte, etc. et tout, jamais je vais écrire genre yo télé ou yo arrête les vidéos et tout parce qu'en fait, je vais passer à autre chose, ou je vais Ouais. le bloquer. C'est complètement fou. Non, mais ça, là, on revient à deuxième degré Non, mais d'analyse. vas-y, si tu veux. En fait, au contraire, c'est que je veux dire, ces gens-là, ils ont un vrai problème. En fait, c'est souvent des personnes ils vont mal, Ouais. ils sont dans leur téléphone, etc. et tout. Et je te jure, j'ai fait le test. Là, il y a un commentaire négatif comme ça et tout. Tu lui écris un truc comme je t'aime Mm. ou un truc de positivité. Je te jure, il te répond et il dit ah en vrai frérot, je pensais pas vraiment ça, etc. et tout. Donc c'est un degré de fou et tout, mais il y a même un hadith que je me rappelle bien. Il y avait un des prophètes, pas des prophètes, des messagers, en fait, qui a eu garanti, pas messager, pardon, un humain Compagnon. normal. Ok, En c'est un fait, compagnon. ouais, non pas un compagnon, un humain Ok. normal, Ok. qui a été garanti le paradis et tout. Pourquoi? Puis là, les gens ne savaient pas, ils priaient pas plus que les gens, etc. et tout, mais c'est juste qu'avant de dormir, il pardonnait à tout le monde. Mm. Et il faisait la paix avec lui-même, ce qui faisait en sorte que quand il dormait, il était léger et tout. Mhm. Et c'est ça qu'il faut faire avec les réseaux et tout. Moi, j'ai appris que maintenant, il faut utiliser la communauté comme des amis, Ouais. tout le monde ensemble. Et toi? Moi, quoi? Toi, ça t'affecte Les critiques, non. Ouais. Non, moi, ça a jamais été quelque chose qui m'a affecté. J'ai toujours un détachement. Vu que j'ai un cercle d'amis qui est très, très restreint, en fait, j'ai réussi à mettre ce biais cognitif, cette croyance-là que si ma famille et mes amis très, très proches me soutiennent et me Mhm. disent, Mourid, ça fait du sens ce que tu fais, les commentaires négatifs, honnêtement, j'y porte même pas attention. C'est pas de Mhm. mentir. Mais ça, pour ça, il faut avoir un bon entourage. Justement, Ouais. tu as la chance d'avoir un Alhamdoulilah. entourage vrai, surtout qui va te Mhm. dire les vraies affaires. Ouais. Parce que souvent, tu sais, il y a ceux qui créent du contenu et tout, ils cèdent vers le mal, genre, ou ils cèdent Ouais. vers la mauvaise direction Ouais. ensemble et tout. Et ça, c'est pas bon. Mais quand tu as des vrais amis et tout qui veulent ton bien puis qui pensent à ton image publique, c'est le meilleur, en fait, à faire. Et notamment, tu as pris Safouane Ouais. sous ton aile. Ouais. Pourquoi tu l'as pris lui? Et est-ce que c'est par rapport à ça, notamment, tu as voulu le prendre sous ton aile pour qu'il fasse pas les mêmes erreurs que toi en tant que tel ou évite en tant que tel certaines choses que tu aurais aimé éviter auparavant? Ouais, ben, comme je t'ai dit, moi, je suis une personne, j'aime vraiment aider. Et si Ouais. j'avais l'opportunité d'aider quelqu'un d'autre avant ça, je l'aurais fait. C'est juste que c'était les circonstances. Il est venu à moi, donc là, je voulais l'aider. Et puis après, je lui ai évité effectivement des erreurs que je voyais clairement qu'il allait Ouais. dedans et tout. Puis aujourd'hui, le gars, il a 18 ans, mais il parle comme 24 ou comme Incroyable. 25 et tout. Puis ça, c'est bien. Et tu avais dit notamment que tu aimes énormément aider les gens. Je sais que tu as sorti une formation, mais Ouais. qui t'avais hésité à notamment la faire payante ou gratuite. Et tu Ouais. penché vers le gratuit. Pourquoi? Ouais, ben c'est ça. On en Pourquoi? parlait justement au Ouais. gym Oui, je me pendant rappelle. 2 heures. Et justement, en fait, au début, je voulais la mettre payante. Pourquoi? C'est le chemin qu'on nous dit États-Unis, fais Ouais. une formation payante. Comme ça, quand tu dors, Ouais. tu as de l'argent qui rentre. Tu le Ouais. fais une fois, boum. Et là, après, genre, je voulais la mettre payante. Là, j'étais comme, OK, quel prix je la mets? Là, j'étais comme, OK, le savoir avec ce que j'ai mis à l'intérieur, les gens, ils peuvent facilement faire $3 000 par mois. Pas facilement, mais en mode si tu es sérieux, tu es un minimum discipliné, tu veux vraiment faire ça, tu fais Ouais. $3 000 par mois. Et là, après, j'étais comme, OK, donc je vais la mettre à 1/10 du prix, c'est-à-dire Ok. 300. Et là, après, j'étais comme, OK, fair trade et tout. Là, j'étais comme, attends. Mais il y a des gens qui vont le prendre, Hmm. mais que c'est même pas fait pour eux. En fait, Ouais. genre, ils ont même pas les capacités de comprendre même ce que je dis, etc. Et tout. Et ces gens-là, ils auront payé $300, je leur ai donné rien de retour. Ok. Tu vois? Et moi, j'aime pas les trucs de hasardeux, genre en mode, à quelqu'un, il bénéficie beaucoup de la valeur et quelqu'un, il bénéficie pas du tout. Ok. C'est comme si j'ai volé un, mais j'ai fait gagner l'autre, tu vois? Ok. Et l'autre point, c'était comme en mode,
le savoir que j'ai acquis avec les années et tout, ça provient d'Allah. C'est Yes. un savoir, c'est une connaissance avec le temps, etc. et tout. Puis mettre un prix dessus, j'avais l'impression que c'était comme mettre un prix sur le savoir d'Allah qui est limité. Et donc là, j'étais comme en mode, tu sais quoi, je vais la mettre gratuit. Et je te jure, quand je l'ai mis gratuit, j'ai fait la vidéo, j'ai placé la caméra, j'ai ouvert, j'ai dit, bon, j'ai fait une marche de 6 heures et tout, puis voici ma réflexion, pourquoi je l'ai mis gratuit. Même à ça, il y avait des gens qui ne me croyaient pas, ben, minorité, mais Ouais. ils ont vu la sincérité dans cette vidéo. Ouais. Il y a un gars, il a dit, ouais, t'es très bon au marketing, genre, Dama, c'est une belle technique et tout. Allô l'arnaque. Elle est où l'arnaque et tout. donc. Mais tu vois, mon site en plus, il est fait en mode optimisé. Genre en Ouais. mode, tu vois, c'est écrit 1997 $. Tu mets une barre, là, Ok. c'est écrit 0 $ et Ouais. tout. Tellement que les gens, ils se disent, c'est une arnaque. Ouais, ouais. C'est une arnaque et je les comprends. Mais après, alhamdoulilah, avec le temps et tout, genre là, on est rendu à 1200 inscrits. Ok. C'est fou. Puis il y a des gens dans la rue, ils me disent, ok, j'ai mon premier contrat avec ça et tout. En fait, il y a même un gars qui a le contrat. Tu vois, moi, je travaille avec Monsieur Cajun, le Ouais. restaurant de fruits de mer. Et là, il y a juste à côté un truc de baguette et tout. Ouais. Et il m'a même demandé des conseils de comment le filmer et tout. Puis au début, il m'a dit, je suis rendu au chapitre 2 de la formation et tout. Un mois plus tard, il était en train d'avoir ce premier contrat, alhamdoulilah. Donc, Incroyable. quand tu vois en fait l'effet réel, Ouais. au début, tu le mets gratuit. Puis là, t'es comme genre, est-ce que j'ai vraiment aidé quelqu'un, etc. et tout. Mais quand tu le vois, c'est fou. Ah, c'est tout à ton honneur, franchement, de faire ça gratuitement. Il y a très. Personne. La vérité, c'est que je connais personne qui le mettrait gratuitement. Personnellement, je connais personne Ouais. qui le ferait, mais c'est tout à ton honneur de faire ça. Ouais, alhamdoulilah, c'est pas. Ça force le respect, c'est obligé. Et je suis super content de ce que tu es en train de faire et surtout l'évolution que tu as eu. Parce que moi, je te suis depuis secondaire 1. Ouais, Moi, je te connais à ce moment quand tu faisais les tours d'école. ouais. Et franchement, l'évolution que tu as depuis que je te suis depuis secondaire 1, et là, on fait un podcast ensemble où je te pose Ouais. des questions. L'évolution, elle est folle. Allah Ibarak. Franchement, je suis très, très content de ton évolution. Je pense qu'on va conclure sur ça. Franchement, c'était un échange de fou. Ma dernière question, Mm. ok, c'est ma question de fin que je pose à tout le monde. Mm. Si on supprime tout, Ouais. tes vidéos, tout ce que tu as fait, tout le parcours, et tu avais dans les 60 prochaines secondes pour donner un conseil à quelqu'un, n'importe qui, un jeune de Montréal, ça serait quoi? Et tu peux regarder la caméra pour finir sur ça. Ok, ben, je dirais que cette vie-là, elle est vraiment éphémère et que au final, ce qui va persister, c'est juste les bonnes actions, les trucs que tu fais positifs pour le monde. Et qu'il y a beaucoup de façons de se perdre en cours de route, etc. et tout. Mais si tu restes aligné et si tu restes concentré, ben, tu vas réussir à le faire. Et aussi, l'autre truc vraiment important, c'est que tu n'es pas tout seul. En fait, la majorité des personnes, ils pensent que c'est eux qui doivent décréter en fait, et décider tous les aspects de leur vie et tout. Mais quand tu prends comme associé Dieu, Allah, en fait, tu deviens beaucoup plus léger. En fait, tu sais qu'il y a quelqu'un de confiance et digne avec toi et tout. Et quand Dieu est avec toi, comme on dit, qui peut t'arrêter? C'est tout. Incroyable. Franchement, ça m'a fait un agréable plaisir de t'avoir dans le podcast, mon ref. Plaisir partagé. Merci Franchement, beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de ce que tu vas faire par la suite. Et je vais clairement suivre ça. Je pense qu'on va tous suivre ça. So, la team, prenez soin de vous. C'était le 4e épisode d'Expansion Podcast. Pas le dernier. Il y en aura encore plein qui vont arriver et que ça va arriver très très vite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de l'échange qu'on a eu avec Yahya. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. C'était Expansion Podcast. Prenez soin de vous. Ciao.